Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Il m'est demandé effectivement d'intervenir sur la question de l'aménagement de la ville, du bien-être. De vastes questions et je vais essayer de contenir mes propos. Et d'abord commencer par essayer de partager avec vous ce qui est une conviction personnelle, à savoir que se poser cette question, pour moi, sous-tendre que l'attractivité des villes ne tient pas, comme on l'a trop souvent pensé, à l'atteinte de seuils quantitatifs de développement. Par exemple, nous, on parlait beaucoup autrefois d'une agglomération millionnaire, ou encore à des trouvailles plus ou moins heureuses de marketing territorial. Notamment ici pour parler de la ville que je connais bien, de la métropole que je connais bien, celle de Bordeaux. Pendant très longtemps, on a été bercé à travers le slogan de Magnétique Bordeaux. Je peux vous dire, la nouvelle équipe municipale et métropolitaine s'est empressée de laisser tomber ce type de trouvailles de marketing territorial. Cette notion de ville du bien-être suppose, à mon sens, d'engager un nouveau modèle d'urbanisme et d'habitat qui donne vraiment envie aux gens de vivre en ville, alors que, seront tous d'accord là-dessus, nous venons de traverser une période de confinement successif, qui ont retiré aux villes tout ce qui fait habituellement leur attrait, le vivre ensemble, la culture, les lieux de fête, les lieux de gastronomie, tous ces aspects-là, nous en avons été privés, nous l'avons, les uns et les autres, nous l'avons vécu difficilement. À Bordeaux, nous considérons que ce nouveau modèle doit être frugal, il doit être résilient, il doit être biodiversitaire, il doit être réversible, il doit être mixte dans ses usages comme dans la population habitante. Et dans ce modèle, le non-bâti est aussi important que le bâti. C'est-à-dire, il ne s'agit plus de faire la ville, mais de réaliser ce qu'on peut appeler un écosystème urbain. Nous avons appelé ça construire, nous ne sommes pas les seuls, loin de là, construire la ville sur la ville, construire la ville sur elle-même, notion préférée à la conquête des derniers espaces de nature vers laquelle se sont livrés beaucoup de politiques urbaines précédentes. Ainsi, développer la place de la nature en ville, comme nous le faisons avec notre programme Bordeaux Grande Nature, non seulement joue un rôle en matière de rétablissement de la biodiversité en ville, mais encore a des bénéfices sur la santé, avec une baisse de la pollution dans les quartiers souvent modestes et très minéraux, sur le niveau de stress des habitants, mais aussi sur le ressenti de la densité. Et au lieu d'une conception exogène du développement territorial, je parlais tout à l'heure de Magnétique Bordeaux, donc au lieu de cette conception exogène et d'une vision majoritairement productive de celui-ci, il s'agit de prendre soin d'un territoire bien commun, c'est-à-dire prendre soin de ses habitants. Alors penser le bien-être des habitants nécessite par ailleurs d'inclure systématiquement tous les habitants dans cette réflexion, y compris les plus vulnérables. C'est pour nous le sens de la démocratie permanente, opposée à la démocratie intermittente, dans la démocratie permanente que nous essayons de développer à Bordeaux avec un outil que nous développons, que nous avons mis au point à Bordeaux, qu'on appelle un parlement mobile, c'est-à-dire un amphithéâtre qu'on a fait construire par un ébéniste, un amphithéâtre en bois, sur roulette, que nous installons dans les différents quartiers de la ville. Et je vous promets que même l'outil en soi, c'est-à-dire cette notion d'amphithéâtre qui vient s'installer sur la place ou dans une rue, il est vraiment propice à l'échange, et en plus à l'échange, je dirais, égalitaire. Il n'y a pas le maire et les adjoints en haut et les concertés en bas, non. Tout le monde se retrouve dans ce Parlement mobile, et je vous promets que l'outil est parfaitement propice à l'échange constructif, au fait que la parole des habitants, à mon sens, se libère beaucoup plus facilement que dans des cadres beaucoup plus classiques et plus institutionnels. Nous avons également développé des assises de la démocratie permanente pour associer les habitants à l'élaboration des outils de dialogue avec eux. Et je peux vous dire que les premiers retours d'expérience que l'on a sont plutôt positifs. Nous avons également mis au point une méthode d'urbanisme pragmatique qui lance des expérimentations concrètes d'aménagement des rues, des places,
mais aussi des boulevards, c'est-à-dire difficile de trouver, au moins à Bordeaux, une infrastructure plus routière, j'ai même envie de dire plus autoritaire, mais plus routière que ce que sont nos boulevards périphériques. Mais nous avons décidé, nous, de faire de l'urbanisme pragmatique, ou urbanisme tactique, pour dire, écoutez, cet itinéraire très routier, c'est 2 fois 2 voies, mais on va faire en sorte qu'il y ait 2 fois 1 voie de chaque côté des boulevards qui soit dédiée au transport collectif et au vélo. Je ne vous cache pas que ça a été à l'époque où on a institué très critiqué. Vous n'avez pas le nombre de mails et de courriers qui sont arrivés sur mon courrier, plus ou moins poli d'ailleurs, me disant mais vous vous rendez compte, vous attaquez à une infrastructure routière majeure, mais on l'a fait quand même, et les résultats, je peux vous dire, sont tout à fait encourageants. On a diminué la circulation automobile de 13%, on a diminué la pollution au dioxyde de soufre, on a multiplié par 2 la circulation des cyclistes sur cet itinéraire que je qualifiais de très routier, et on a évité le report de la circulation dans l'infra et dans l'intra-boulevard, contrairement à ce que les pronostics les plus pessimistes et les esprits chagrins nous avaient promis. Non, on a sérieusement diminué la circulation automobile au profit des mobilités douces et alternatives. Pour nous, c'est un bel exemple d'urbanisme tactique. On était prêt à revenir en arrière. On s'est dit, si par hasard les cyclistes ne s'accaparent pas cet itinéraire nouveau, mais il n'y a aucune raison qu'on prive les voitures de cet itinéraire qui était pour eux naturel, parce qu'on dit, ça ne passera pas. Mais maintenant, quand vous voyez que non seulement il y a plus de bus qui circulent qu'avant, mais que vous voyez que les cyclistes sont accaparés, on considère que c'est une belle réussite en matière d'urbanisme tactique. Nous avons également mis au point une méthode d'urbanisme. Nous avons également fait en sorte de concerter les habitants sur des périodes de 6 mois pour recueillir leurs suggestions d'adaptation, quitte à revenir en arrière sur certains aspects qui n'auraient pas donné satisfaction, puisque l'avantage de ce type d'urbanisme, c'est que les aménagements sont très légers et qu'il est facile de revenir en arrière. Je ne vous cache pas, dans certaines rues de Bordeaux, on a créé des pistes cyclables, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour créer une piste cyclable, et on envisage de revenir en arrière. C'est les mérites de l'urbanisme tactique, d'accepter de revenir à elle, de dire qu'on s'est vraisemblablement trompé, à condition d'avoir fait des aménagements extrêmement légers, et c'est ce que nous avions fait, donc il facilite cette démarche. J'ajouterai que l'urbanisation générée à Bordeaux ces dernières années a largement contribué à bétonner notre paysage, à artificialiser nos sols et à aggraver le règlement climatique, donc cela nous imposait un peu de changer de boussole. Le logement aussi, dans ces villes comme Bordeaux, est aujourd'hui cher et difficile à trouver. Les Bordelais peinent à s'approprier les nouveaux quartiers sortis de terre, bien qu'on ait beaucoup construit, mais les Bordelais ne se précipitent pas dans ces nouveaux quartiers où les loyers sont, d'ailleurs c'est souvent des produits de défiscalisation, et c'est souvent des loyers qui ne correspondent pas forcément aux possibilités financières des habitants. On dit, et c'est peut-être vrai, qu'ils sont plus adaptés aux Parisiens, parce qu'ils demeurent quand même moins chers qu'à Paris, et vous le savez, à Bordeaux, nous sommes à peine à 2 heures en TGV de Paris. Donc il nous a paru indispensable de transformer le standard des bâtiments pour les adapter aux enjeux climatiques, environnementaux, économiques et sociaux. Et pour ça, nous nous sommes dotés d'un outil. Nous avons mis au point un label que nous avons appelé le label du bâtiment frugal bordelais, pour promouvoir un bâtiment préservant les espaces de nature existants, adapté au territoire, tourné vers les filières locales, soucieux de l'usage et de la qualité de vie de ses occupants, tout en réduisant naturellement ses impacts climatiques. Quelques exemples des prescriptions que nous avons posées à Bordeaux à travers ce label du bâtiment frugal bordelais: 10 mètres carrés d'espace extérieur par logement, des logements traversants, modulables, des matériaux biosourcés et qu'on se procure à moins de 200 km de Bordeaux. Ce label s'accompagne aussi d'une vaste politique de développement de l'accession sociale, notamment politique de promotion des baux réels solidaires, des BRS, pour produire des logements plus accessibles aux Bordelais. Vous savez, la situation bordelaise, c'est 18,5% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on est encore loin des impératifs de la loi SRU, et nos objectifs est loin aussi de ce que sont, indépendamment des quotas, ils sont loin aussi de nos objectifs de mixité sociale dans toute la ville. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons également posé des exigences beaucoup plus fortes de production de logements locatifs sociaux dans tous les quartiers, 40% de logements sociaux et dans tous les types d'opérations à partir de 1000 mètres carrés.
Le label du bâtiment frugal bordelais repose aussi sur le volontariat des porteurs du projet et pour le moment, il n'est pas prescriptif, mais il sera intégré début 2023 dans notre plan local d'urbanisme. Et je disais, il n'est pas prescriptif, mais notre souci, c'est que nos partenaires s'en saisissent avant même que nous l'inscrivions dans notre PLU. Et je peux vous dire que c'est ce qui se passe, puisque nous venons de signer, il y a de cela une dizaine de jours, un manifeste pour l'application de ce label avec la Fédération régionale des promoteurs immobiliers. Et j'ai aussi eu la chance de poser la première pierre d'un premier bâtiment qui a obtenu le label, sachant que le label est délivré de façon provisoire au moment du permis de construire et est attribué définitivement à la livraison du bâtiment après un jury qui convie les habitants. Je suis persuadé que ce label sera vecteur de mieux-être de toutes et de tous. Et je peux vous dire, je reçois déjà des demandes de la part d'un certain nombre de collègues de grandes villes qui ne demandent qu'à voir comment nous avons pu expérimenter localement ce label. Le bien-être aussi passe par l'apaisement de nos villes, avec un partage plus équitable de nos espaces publics. Alors, nous adoptons des plans de circulation qui préservent les quartiers du trafic de transit intempestif. C'est un challenge auquel tous les maires sont consultés, notamment grâce à des applications de type Waze. Je pense qu'on est nombreux à être concernés et beaucoup de quartiers le vivent difficilement, douloureusement. Donc, faisons en sorte que nos plans de circulation arrivent à préserver nos quartiers de ce trafic de transit. Nous avons aussi limité, comme d'autres villes, la vitesse de circulation 30 km/h, et ce dès le 1er janvier 2022, dans tout Bordeaux, sauf dans quelques axes qui, eux, ce qu'on appelle des pénétrantes, mais rares pénétrantes, où le trafic restera limité à 50 km/h. Nous allons également, dans l'année à venir, élargir fortement notre zone piétonne du centre-ville. Nous allons pratiquement la doubler en quelques années, et nous piétonnisons des rues devant les écoles. Alors nous le faisons soit en permanence, soit pour démarrer aux heures d'entrée et de sortie des écoles, pour plus de sécurité, moins de pollution, mais aussi pour que la rue redevienne un lieu de jeu, un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Ces rues sont également des espaces désormais sans tabac. La politique de santé doit venir se fondre dans la politique d'urbanisation pour un réel impact sur les habitants. Enfin, le bien-être en ville, je terminerai par cela, c'est aussi remettre le vivant au cœur de la ville. Il nous faut retrouver des terres fertiles en ville pour produire à nouveau notre nourriture localement, ce qui suppose de sanctuariser nos derniers grands espaces naturels et d'arrêter l'artificialisation des sols, ce que nous avons décrété dès notre arrivée à la mairie. C'est un engagement que nous avions pris de décréter le zéro artificialisation des sols, mais sitôt arrivé, nous l'avons décrété et nous efforçons d'y rester tout à fait fidèles. Ça rejoint le concept que j'évoquais tout à l'heure de construction de la ville sur la ville. Il y a derrière tout cela une question de santé publique pour nos habitants, car la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens viennent mettre à mal la santé et la fertilité de tous les êtres vivants, les êtres humains, mais aussi les terres, la faune, etc. Alors, nous considérons que nous, élus, nous devons œuvrer à protéger la nature, à la développer, à mieux valoriser l'existant, à communiquer sur la nature près de chez soi. Nous devons aussi prendre le plus grand soin de nos arbres. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Francis Allais, naturellement, mais nous devons faire passer l'idée que les arbres sont, comme le dit Francis Allais, nos meilleurs alliés pour lutter contre le dérèglement climatique. Ces puits de carbone en ville comme ailleurs sont absolument indispensables. Ce sont de véritables ambassadeurs du vivant, au même titre que notre patrimoine bâti, mais aussi nous devons prendre soin des plus petites des adventices qui recèlent en elles toute la force et les qualités de résilience du vivant qui doivent tant nous inspirer aujourd'hui. Il faut cesser de considérer l'arbre en ville comme étant du mobilier urbain que l'on change, que l'on abat en fonction des humeurs, des aménageurs ou des modes d'urbanisme. Non, les arbres, c'est pas du mobilier urbain, c'est, comme je viens de le dire, beaucoup plus que cela. Alors pour cette politique, vous vous en doutez, il y a quand même un certain nombre de freins. C'est pas si facile qu'on pourrait le penser. Il y a d'abord des freins financiers, bien sûr. Moi, je milite pour que des outils d'appréhension, il faut bien appeler les externalités positives de la nature en ville, soient mis sur pied et que les subventions d'équilibre des opérations d'aménagement soient créées afin que la nature existante soit davantage conservée au bénéfice, bien sûr, de la santé des habitants. Mais il y a aussi des freins réglementaires que vous imaginez.
Nous avons organisé une participation citoyenne sur la modification de notre PLU. Et à l'issue de cette concertation citoyenne, on s'est rendu compte naturellement que les habitants plébiscitent le renforcement des outils de protection et de renforcement de la biodiversité en ville. C'est la raison pour laquelle nous allons multiplier par 5 le nombre d'arbres classés suite aux propositions faites par les habitants dans le cadre de cette concertation. Les habitants sont aussi favorables au bonus de constructibilité en contrepartie d'un gain écologique et nous allons augmenter la part de pleine terre dans tous les zonages. Nous avons augmenté la végétalisation dans tous nos grands projets d'aménagement et allons continuer à le faire. On a même fait sur des permis de construire qui avaient déjà été donnés où par la négociation on a réussi à obtenir avec les aménageurs et les promoteurs davantage d'espaces de pleine terre qui n'étaient pas initialement prévus et puis une nouvelle façon de concevoir. On a même eu des permis de construire qui avaient été déposés avant le bâtiment frugal bordelais et bien des promoteurs qui ont dit écoutez, je retire ma demande de permis, je vais vous présenter un nouveau permis de construire intégrant les exigences du bâtiment frugal bordelais. Je pense que c'est bien de passer aussi par la persuasion, par la concertation. J'ai la chance aussi d'avoir un adjoint à l'urbanisme, Bernard Plon, à l'urbanisme résilient, particulièrement compétent et volontaire pour promouvoir ces nouveaux critères de constructibilité. Ensuite, d'autres freins, des freins financiers. Des freins, oui, j'ai vu les freins financiers, les freins réglementaires. Je crois que je les ai vus avec vous. Alors enfin, et je terminerai là-dessus, le bien-être en ville, c'est aussi, bien sûr, remettre le vivant au cœur de la ville. Et pour ça, il nous faut retrouver les terres fertiles en ville pour produire à nouveau notre nourriture localement, ce qui suppose de sanctuariser... excusez-moi, je veux vous dire, vous voyez, c'est l'inconvénient d'avoir des feuilles. Alors, je termine, hein. Excusez-moi, voilà. Voilà, j'étais terminé. Ouais. J'étais sur les freins, excusez-moi, je termine sur les freins financiers, après les freins réglementaires, et voilà, que j'ai évoqués. Et voilà, et donc maintenant, vraiment, je termine en disant que toutes ces demandes de nos habitants que nous nous efforçons de prendre en compte nous imposent désormais de construire la ville différemment. Nous devons sortir de la stratégie de la ville qui essaie de tout attirer à elle, la ville magnétique que j'évoquais au début de mon intervention, pour cesser cette politique au détriment de l'arrière-pays et en repoussant une partie de ses habitants à ses marges toujours plus vulnérables socio-économiquement pour aller vers une ville connectée à sa campagne à travers une coopération territoriale qui aille bien au-delà de ses frontières administratives. Je crois que le phénomène des Gilets jaunes n'est pas complètement étranger à la manière dont on a conçu les grandes villes ces dernières décennies, en décorrélant les espaces de production et de vie. Je pense qu'on crée de la tension entre les territoires et pire encore entre leurs habitants au lieu de créer des solidarités. Alors il s'agit de mettre en place de nouvelles gouvernances territoriales, de retisser un lien avec notre terre touricière dans une coopération équitable et fertile. Alors à Bordeaux, nous avons donc entièrement revu la politique urbaine pour y intégrer la frugalité, la végétalisation, l'apaisement, la participation citoyenne, l'alimentation en circuit court, mais aussi la santé physique, mentale, sociale, inclusive, comme étant autant d'objectifs structurels. Et en tant que maire, j'ai acquis vraiment la conviction que c'est par ce soin apporté au territoire et aux habitants que se joue le rayonnement désirable de nos villes. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre Urmic. Vos propos trouveront résonance dans les échanges qui vont suivre. J'invite les intervenantes et intervenants à la séance plénière à nous rejoindre. Donc si vous voulez prendre place au milieu, et puis moi je me mets au bout. Il y a quelques mois, le 20e Forum des projets urbains était marqué par la recherche de résilience,
qu'elles soient climatiques, sanitaires, économiques ou sociales, et par des questionnements sur le type de ville que les acteurs urbains vont proposer à leurs concitoyens. Le terme de bien-être était beaucoup revenu dans les présentations de projets, et cela a été encore le cas aujourd'hui. Alors, d'aucuns pourraient trouver tarte à la crème de mettre en avant cette recherche de bien-être, notion mise à toutes les sauces et à la fois très vaste et très personnelle. Elle trouve pourtant de multiples traductions en projet, en processus de projet et en aménagement. La ville du bien-être, c'est une ville favorable à la santé, une ville protectrice contre le changement climatique et ses effets, une ville accueillante pour toutes et tous et bien d'autres choses encore. Pour en parler, nous accueillons donc Alain Bourdin, Brigitte Bariol-Matet, Chris Blache et Céline Varenne-Souchon qui vont nous apporter leur propre définition du bien-être urbain et tracer les voies qui peuvent y conduire. Tout d'abord, Alain Bourdin, sociologue de l'urbain, professeur émérite de l'école d'urbanisme de Paris, membre du Lab Urba, directeur scientifique du programme POPSU 2. Vous êtes spécialiste des stratégies urbaines et métropolitaines, vous avez exploré l'urbanisme d'après-crise et vous savez vous placer à hauteur d'habitants ou d'usagers, on se souvient de la métropole des individus. Vous avez publié cette année avec Pauline Sylvestre « Du logement à la ville, ce que préfèrent les habitants ». Alors dites-nous, que préfèrent les habitants et quelle forme de bien-être les projets urbains peuvent-ils leur apporter? Merci. Oui, c'est bon. Je suis chercheur. Et les chercheurs passent leur temps à prendre des précautions, sauf certains médecins très médiatiques dont on ne parlera pas. Et donc, je vais prendre quelques précautions en disant, un peu brutalement, la ville du bien-être, ça n'existe pas. Ce qui existe, puisque le bien-être est d'abord un ressenti d'individus et de groupes éventuellement, ce qui existe, c'est des actions qui peuvent favoriser le sentiment de bien-être et la réalité de ce sentiment. Après, il y a, je crois, deux mots tout à fait essentiels dans ce processus, fabriquer le bien-être. Ces deux mots essentiels, monsieur le maire de Bordeaux en a largement utilisé un qui est celui de soin. Effectivement, il s'agit que les gens aient le sentiment qu'on prend soin d'eux, et ils ne peuvent pas en avoir le sentiment si on ne le fait pas, mais il y a quelque chose de plus, il faut qu'ils le ressentent. Et puis le deuxième mot, c'est le mot estime. De la même manière que le bien-être individuel existe difficilement sans l'estime de soi, le bien-être urbain existe difficilement sans l'estime de la ville. Et moi, j'invite à ce qu'on réfléchisse à ce que ça veut dire, l'estime de la ville. Ce que ça veut dire, y compris en termes de politiques urbaines. Comment est-ce qu'on fabrique de l'estime de la ville? Donc ça, c'était ma première précaution. J'ai encore une deuxième précaution. C'est que ce que préfèrent les habitants. Il ne faut pas confondre les préférences et ce qu'on fait. C'est-à-dire que souvent, on n'habite pas, par exemple, là où on préférerait habiter. Parce qu'il y a tout un tas de facteurs qui interviennent et qui font que on fait des arbitrages, et les arbitrages, ils obligent à sacrifier certaines choses pour en avoir d'autres, etc., etc. Ou bien pire, d'une certaine manière, mais c'est ça la vie aussi, on a un achat d'impulsion, ça arrive aussi, ou une location d'impulsion, ça arrive aussi. Donc il y a des tas de raisons qui font qu'il ne faut pas confondre les préférences qui sont des choses qu'on va garder, et puis ce qu'on fait, la manière dont on réagit à un moment, etc., etc. Bon, j'ai pris assez de précautions. Maintenant, je peux entrer un peu plus dans le vif du sujet en m'appuyant donc sur une enquête qu'on a publiée dans ce livre et qui a été faite avec Bouygues Immobilier, la recherche et développement de Bouygues Immobilier, sur une cinquantaine de personnes à Lille, Paris et Marseille, en qualitatif, et puis à 1600 et quelques personnes sur un sondage classique. Donc, moi je crois que des travaux qu'on a faits, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais des travaux qu'on a faits, il sort d'une part que, d'abord, je dirais, que les préférences sont des variations sur un fond commun. C'est-à-dire que chacun a ses préférences propres, ça c'est clair, mais en même temps, il y a tout un tas de fils qui relient les préférences les unes aux autres. Et à chaque fois que j'en parle, je dis, attendez, l'idée, par exemple, qu'il y a les préférences des bourgeois, les préférences des prolétaires, les préférences des classes moyennes, c'est plus vrai.
C'est plus vrai, c'est plus compliqué que ça, et ça traverse un peu les catégories sociales, ça traverse les catégories d'âge, il n'y a pas forcément les goûts des jeunes, les goûts des vieux. Bon, donc, en même temps, les spécificités individuelles renvoient à quand même un certain nombre de points communs. Et alors, à 3 niveaux, et ça c'est un des éléments sur lesquels je voudrais insister, le logement, le quartier, la ville. Et je voudrais insister sur le premier et le dernier. Parce que tout le monde, on parle beaucoup de proximité, on parle beaucoup de ville du quart d'heure, etc., etc. Et donc tout le monde attache de l'importance au quartier. On voit bien, notamment avec la question du confinement, mais nous, notre enquête date d'avant, on voit bien que le logement n'est pas un lieu un peu abandonné, c'est un lieu très central de la vie individuelle et sociale, et peut-être plus que jamais. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Même s'il est envahi par le numérique, ça n'empêche que c'est un lieu privé très, très important. Et d'autre part, le rapport à la ville, c'est pas seulement le rapport à son quartier, c'est pas seulement quelques éléments de rapport à la ville. À mon avis, dans l'estime de la ville dont je parlais à l'instant, il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir un rapport d'ensemble à la ville. Et on voit que ça varie beaucoup selon la situation des gens. Il y a des gens qui n'ont pas moyen d'avoir un rapport à toute la ville et d'autres qui ont les moyens de l'avoir. Et ça, c'est un élément très important. Alors, si j'avance un tout petit peu, je dirais que dans ces points communs, il y a la chose la plus banale qu'on connaît depuis toujours, qui tourne autour de l'autonomie du logement. C'est-à-dire pas être vu des voisins, pas entendre les voisins, etc., etc. Tout ce qui fait que le logement est autonome, avec un goût très fort et qui est bien marqué dans d'autres enquêtes qui ont été faites après le confinement, c'est les prolongements du logement. Alors, les prolongements du logement, ce n'est pas nécessairement le garage, ça peut être autre chose. Dieu merci, je dirais. Mais c'est par exemple les terrasses, etc., etc. Un autre point important, c'est la présence de la nature. C'est fascinant, la diversité de demandes de présence de la nature. Tout le monde est d'accord pour demander de la nature, mais ce n'est pas la même, ce n'est pas sous les mêmes formes. Et donc là, il y a à mon sens tout un travail urbain à faire pour relier ces demandes de la nature les unes aux autres et leur faire former un ensemble. Un troisième point, c'est la protection. Exprès, je n'emploierai pas le terme de sécurité, qui est une manière de dire la protection. Mais la protection, c'est la maîtrise des choses, le sentiment qu'on maîtrise l'environnement dans lequel on vit, le sentiment que les risques ne sont pas énormes, etc., etc., ce qui se traduit en demande de sécurité, mais ce qui peut aussi se traduire autrement, par exemple, en termes de facilité de manipulation d'un certain nombre de dispositifs. Je veux dire, par exemple, dans le logement, c'est bien beau d'informatiser beaucoup les logements, etc., mais ça peut aussi créer des sentiments de non-maîtrise, donc d'insécurité d'une certaine manière. Et puis, on a des choses qui sont moins partagées, qui sont les échelles de vie. À quelle échelle on veut vivre? Il y a des gens qui veulent vivre à l'échelle de leur quartier, d'autres qui veulent vivre à l'échelle de la ville, il ne faut pas les oublier. On a aussi, par rapport à l'animation urbaine, des points de vue qui sont très différenciés, ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Et donc là, on a des demandes qui sont vraiment divergentes. Et puis, on a la volonté de changer. Nous, dans notre enquête, mais c'est que les chiffres de notre enquête, on a un tiers des gens, en gros, qui sont prêts à changer des choses. Et qui sont prêts à changer des choses autour de l'environnement, autour du collaboratif et autour de l'acceptation de l'innovation. Ils sont prêts à changer en agissant par eux-mêmes, vous voulez dire vous? Non, pas forcément. Accepter certains changements. Si j'entrais dans le détail, je dirais qu'une partie de ce tiers est prêt à le faire lui-même et une autre partie de ce tiers est prêt à l'accepter. Et donc, je terminerai en répondant à la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce que les projets urbains peuvent faire? Je crois que les projets urbains ont la capacité, et c'est leur grande richesse, de faire des réponses non stéréotypées à un certain nombre de préférences. Je veux dire, les préférences telles que je les ai présentées là. Un mode de réponse, c'est le pavillon classique, qui répond à une partie des préférences que j'ai présentées. Le projet urbain donne l'occasion de répondre, parce qu'il est important de répondre,
mais de répondre autrement. Et donc ça, c'est une des richesses, à mon sens, du projet urbain. Une autre richesse, c'est que le projet urbain, comment dire, il peut aider à augmenter la proportion de ceux qui sont prêts à accepter le changement ou à le faire. C'est-à-dire qu'il peut rendre désirable un certain nombre de changements. C'est pas évident à faire, mais c'est faisable. Et donc, il peut rendre désirable un certain nombre de changements et faire monter mon gros tiers jusqu'à 50%, peut-être, si on est optimiste. Et puis, le troisième point, et c'est une des responsabilités, à mon sens, du projet urbain, c'est d'être un des éléments, avec les transports en commun, pour faire l'articulation entre le lieu de résidence et la ville, et faire ce qui, à la suite de mes enquêtes, m'apparaît comme une chose très importante, qui est la reconquête de la ville, d'une certaine manière, par les habitants. C'est-à-dire la capacité de s'y retrouver dans la ville, de maîtriser la ville, alors que beaucoup de gens ne maîtrisent plus la ville, n'ont pas une compétence urbaine suffisante. Et il me semble que le projet urbain peut éventuellement aider à faire le lien entre là où je suis et la ville. Voilà en quelques mots. Alors, Pierre Urmic, en tant qu'élu local, votre réaction, discernez-vous finalement parmi vos administrés le même type d'attente, pas si segmentée que cela, par rapport au logement, par rapport à la nature en ville? Bon, vous êtes très volontariste sur la nature en ville, mais par rapport aux attentes des citoyens. Oui, j'ai envie de dire, parmi les attentes qui viennent le plus, c'est la place de nature en ville, vous l'avez dit. Je pense que la période de confinement et la crise sanitaire n'ont fait qu'aggraver cette demande. Donc je crois que c'est une demande très pressante de la part de nos administrés. Et c'est à nous à nous y adapter, ce que nous essayons de faire avec les professionnels. Mais je suis d'accord avec vous aussi pour dire que les demandes sont aussi assez variées, assez disparates, et on ne peut pas naturellement les réduire à cette seule préoccupation aussi prégnante soit-elle. Je pense qu'il y a une vraie demande aussi de mixité des quartiers. Nous nous rendons compte, on a fait beaucoup de quartiers monofonctionnels dans la plupart de nos villes, et je pense qu'il y a une demande aussi très forte de nos habitants pour qu'on puisse vivre, non pas dans des villages urbains, mais dans des quartiers avec beaucoup plus de mixité sociale, économique, et je crois que c'est aussi une demande très forte de la part de nos concitoyens. Effectivement, la mixité programmatique a été très présente durant cette journée dans les différents ateliers projets. Autre regard, celui des agences d'urbanisme. Brigitte Bariol-Matet, vous êtes architecte urbaniste en chef de l'État et déléguée générale de la FNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Des agences qui, en appui stratégique des collectivités territoriales, observent, analysent et fournissent de très nombreuses contributions à la réflexion des élus, dans une vision à la fois prospective et très proche des réalités territoriales. La FNO a notamment fourni un important travail sur les villes productrices de bien-être et de santé. Alors, quelles en sont les principales données? Merci d'abord de l'invitation. Bonjour à tous. Alors oui, je partage le constat qu'après cette période de pandémie, les Français, les habitants sont en attente de santé, de bien-être, de qualité de vie. C'est très présent, je pense, dans les attentes des personnes. Et c'est aussi un changement assez fort dans l'agenda politique, dans les projets qui ont été portés par les élus pour le mandat, dans les récits territoriaux. C'est quelque chose qui est vraiment présent et qui a changé. On parlait beaucoup de compétitivité, d'attractivité, et tout le rapport, souvent des récits territoriaux, tourne autour de la santé, du bien-être, la métropole hospitalière, le territoire qui prend soin. Si vous y prêtez attention, c'est frappant. Alors, effectivement, ce besoin de santé post-pandémie, il est à la fois physique, il est à la fois mental, parce que beaucoup ont été contraints, et il est aussi social. Et on sent qu'il y a un besoin de convivialité. Donc, les agences d'urbanisme, dans ce contexte, ont travaillé quand même depuis assez longtemps sur les enjeux, alors à la fois de santé et territoire, et ça se traduit plutôt par des outils sur l'urbanisme favorable à la santé. On parle plutôt à l'aménagement, et tout un corpus s'est construit depuis
on va dire une grosse vingtaine d'années, est en train de se construire autour de cette notion-là. Et puis, il y a un autre volet sur lequel les agences d'urbanisme travaillent, c'est plutôt l'approche de l'analyse territoriale et comment cette qualité de vie peut être appréhendée à la fois dans des déterminants objectifs, mais aussi beaucoup dans des déterminants subjectifs de la manière dont les habitants, les citoyens sur un territoire ressentent leur qualité de vie dans le territoire. Alors peut-être pour éclairer un peu plus les outils, les manières de faire sur les deux axes, cette notion d'urbanisme favorable à la santé, elle est quand même venue des villes et avec, il y a une trentaine d'années, un réseau des villes santé qui s'est mis en place au niveau mondial d'ailleurs avec l'OMS. Il y en a un certain nombre qui sont, il doit y en avoir près d'une centaine, ne serait-ce qu'en France. Et puis, progressivement, ce corpus s'est construit autour de référentiels, notamment un guide de l'OMS dans les années 2000, qui a aussi fondé la notion d'urbanisme centré sur l'habitant, donc s'intéressant aux différents groupes. Et puis, il y a eu aussi un changement assez marqué aux alentours des années 2014-2015, avec l'apparition des études d'impact sur la santé, avec des avis sur les projets d'aménagement donnés par les ARS. Donc la santé rentrait dans le cadre de l'aménagement. Et depuis, ce travail de dialogue en fait entre les acteurs de la santé, du bien-être et de l'aménagement va croissant, notamment à travers beaucoup de référentiels et donc les agences d'urbanisme et d'ailleurs l'agence de Bordeaux ont participé à un guide qui s'appelle Isadora qui croise les déterminants de la santé et les leviers possibles dans les opérations d'aménagement. Et là, on retrouve à la fois des données très objectives sur les pollutions, les nuisances et la manière de les réduire, sur aussi les modalités d'une vie saine, les modes actifs, les enjeux d'alimentation, et puis des approches beaucoup plus sur les processus, et notamment sur les enjeux de modèles résilients, adaptables aux évolutions des modes de vie, et aussi tous les antagonismes qu'il peut y avoir entre différentes politiques publiques à soulever. Et donc, un certain nombre d'agences d'urbanisme travaillent avec ces référentiels un peu cadres pour anticiper les impacts des projets urbains ou territoriaux. C'est le cas de l'Institut Paris Région, c'est le cas de l'agence de Bordeaux qui a beaucoup travaillé aussi autour des enjeux des espaces publics avec la question de l'adaptation aux différents publics, la notion aussi d'être en protection, au contraire en vulnérabilité, parce que l'aménagement en termes de matériaux, d'éclairage, va promouvoir un sentiment d'insécurité, notamment chez des personnes âgées, le mobilier urbain aussi, qui est important pour ceux qui ont des mobilités réduites. Voilà, donc on s'intéresse vraiment à la personne dans son ressenti et à la fois à des données un peu objectives. Et ce qui est aussi à noter dans ces référentiels, il faut que je retrouve l'intitulé exact, c'est que cette évaluation, elle est notée comme étant anticipative, on anticipe les impacts, intersectionnelle, parce que souvent rentre en compte aussi des fragilités sociales, culturelles qui se cumulent, dynamique et participative, puisque souvent ce sont des analyses qui sont faites en dialogue avec les habitants ou les acteurs d'un secteur. Donc ça, c'est un peu la première approche de travail des agences d'urbanisme. Et puis l'autre volet, c'est plus les enjeux de qualité de vie dans l'analyse territoriale. Comment on peut
l'identifier, la mesurer avec toutes les nuances et les précautions qu'Alain Bourdin a noté. Et donc là aussi, il y a tout un corpus que vous connaissez d'indices de bien-être ou de qualité de vie qui s'est progressivement constitué. Vous connaissez l'indice de développement humain qui a été qui est sans doute le plus ancien et qui a été territorialisé aussi, de mémoire, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, pas encore le Hauts-de-France, où on voit bien se révéler le cumul de vulnérabilité à la fois sociale, mais aussi environnementale, qui impacte sur la qualité de vie. Et puis, au fur et à mesure, ces indices qui essayent de décrypter, enfin, de comprendre la qualité de vie, se sont enrichis non seulement d'indicateurs qui sont objectifs, la mesure des pollutions, la part de mobilité active, mais aussi subjectifs sur la perception de son cadre de vie. Et dans ces critères, on retrouve aussi très souvent la notion de rapport à la nature qui est très présente, et tout le rapport aux espaces naturels et agricoles et forestiers qui peuvent être présents. Je vais peut-être faire référence aussi à un travail. L'AFNO anime une mise en réseau des observatoires des agences d'urbanisme, mais aussi de collectivités, dans un système d'observation qu'on appelle des espaces urbains, et qui vise à travailler ensemble à la fois à des indicateurs originaux, mais aussi à des analyses partagées. Et nous avons fait, vous pourrez y avoir accès si vous voulez, une analyse sur les 22 métropoles au prisme de la qualité de vie, avec un indice qui s'appelle IBEST, ça doit dire indice de bien-être soutenable et territorialisé. Alors dans cet indice, on retrouve là aussi des critères on va dire objectifs, d'exposition aux pollutions, aux nuisances, beaucoup d'éléments aussi sur l'adaptation au changement climatique, comment on répond aux îlots de chaleur urbains ou au contraire de fraîcheur urbain, et puis aussi toute une dimension sociale, de rapport aux services, à la culture, à l'offre pour les enfants, ou au contraire les âgés. Et puis, on retrouve aussi tout un enjeu de citoyenneté, d'indicateurs de citoyenneté. Alors, on était particulièrement attaché aussi aux questions de parité, notamment dans les exécutifs ou aux questions aussi de participation citoyenne. Tout ça, bon, forme une analyse qui n'est pas exhaustive, mais qui donne une mesure, et ce qui est intéressant, c'est que ça donne une typologie de territoire, avec à chacun des différences de qualité de cadre de vie qui peuvent être objectives, mais compensées par des nuisances, des chertés de la vie, et qui donnent des éléments de débat politique pour les élus locaux pour répondre aux enjeux de qualité de vie. Et peut-être pour conclure, c'est vrai qu'on ressent fortement dans les agences, dans les territoires dans lesquels nous travaillons, un besoin de répondre à ces enjeux de santé, d'épanouissement personnel dans les territoires, mais aussi de lien social, de liens territoriaux qui ont été un peu coupés, déliés dans cette période de pandémie. Et c'est notamment sur ce thème-là que nous avons choisi d'organiser la rencontre des agences, auquel on vous invite à participer, qui aura lieu le 2 et 3 décembre à Dunkerque. Et partiellement en visio pour ceux qui ne vont pas à Dunkerque. Voilà. Cohabitons, tout à fait. Alors bon, des critères objectifs, des critères subjectifs, tout ça est assez délicat à manier, mais vous vous retrouvez
toutes et tous sur la notion de la ville qui prend soin, de la ville qui favorise l'épanouissement et qui favorise l'épanouissement de toutes et tous. Chris Blash, vous êtes anthropologue urbaine, cofondatrice avec Pascal Lapalu de Genre et Ville, plateforme de recherche-action qui a entre autres conçu l'aménagement transitoire de la place du Panthéon à Paris dans le cadre du collectif Les Monumentales, une place sanctuarisée qui a été rendue plus accueillante à de nouveaux usages. Vous travaillez à introduire les questions de genre dans l'espace public et professionnel et dans les processus d'urbanisme, au bénéfice donc d'une ville partagée pour que toutes et tous s'y sentent bien. Avec quelle méthode? Peut-être aussi d'ailleurs à Bordeaux. Vous avez une semaine pour Alors, de manière assez synthétique si possible. J'ai bien compris. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, je voudrais revenir sur le titre du bien-être. Je voudrais reprendre le terme « être » parce que c'est vraiment central. On est vraiment sur un rapport situé ici à qui on s'adresse, qui parle et qui se sent bien dans cet espace et comment on fait pour que ces personnes se sentent bien. Alors nous, si on aborde la question du genre dans l'espace public, c'est que la ville n'a pas été faite pour toutes, enfin pour toutes et tous. C'est un fait qu'elle s'est construite pour des raisons historiques, enfin de toutes sortes de raisons politiques, et elle s'est construite d'une telle façon que tout le monde ne se sent pas nécessairement à l'aise dans l'espace public, tout le monde n'y trouve pas sa place, et tout le monde ne s'y sent pas légitime. On a parlé tout à l'heure de la façon dont on pourrait trouver cette forme de légitimité dans l'espace public ou s'y retrouver. Donc, notre travail à nous, c'est d'une part de travailler sur cette impensé. Le fait que quand on fait la ville, il faut effectivement penser cette diversité et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui la ville ne va pas répondre à une catégorie ou à une autre, les catégories sont bien plus fluctuantes et notre travail à nous, c'est précisément d'essayer de sortir des stéréotypes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'aménagement, on voit que certains aménagements, par exemple, vont être privilégiés par des hommes à travers des stéréotypes, à travers la façon dont les hommes performent la ville, c'est-à-dire s'expriment dans l'espace public à travers des codes, des normes qui ont été, encore une fois, construites de façon sociétale. Alors vous allez me dire, si c'est sociétal, comment est-ce qu'en tant qu'urbaniste, on peut intervenir et comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? Eh bien, il y a plein de manières de le faire. D'une part, c'est de rentrer le sociétal dans la pratique, ce qui fait partie de la pratique de l'urbanisme de toute façon. L'urbanisme n'est pas qu'un outil réglementaire, on est bien sur un urbanisme qui doit prendre en compte tous les aspects sociaux et qui, c'est vraiment, si on n'a pas cette jambe-là sur les deux jambes de l'urbanisme, on ne marche pas correctement. Donc c'est bien reprendre et de faire des études précises sur ce qui se joue dans ces espaces, qui fait quoi, comment. Donc une partie de notre travail, pour répondre à votre question, c'est d'une part de mener ces études qu'on qualifie d'études sensibles de genre, c'est-à-dire comprendre qui agit dans l'espace public, qui s'y sent bien, comment, quelle serait la carte des désirs aussi, pas seulement des besoins, parce que souvent on exprime les besoins et on revient à nouveau à traduire la ville par des fonctions. Or, la ville, ça n'est pas que de la fonction. La ville, c'est aussi l'endroit où on peut flâner. C'est pour ça s'il y a une telle demande pour les espaces verts et s'il y a une telle demande pour retrouver une forme de soin à travers la façon dont on va aller dans la ville, c'est à travers ça. Donc, il s'agit bien de repartir sur cette exploration sensible de la ville et à travers ça, découvrir que chacune et chacun d'entre nous avons cette multiplicité de dimensions et une multiplicité d'attentes dans la façon dont on peut prévoir la ville. Qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille, nous, à travers le rapport qu'on peut avoir à différents niveaux de gouvernance? Ça veut dire que d'une part, si on veut faire cette ville qui va être la ville de toutes et tous, il faut d'abord avoir l'intention politique, hein, on est bien là-dessus. C'est-à-dire que sans intention politique, il n'y aura pas cet effet de ruissellement, typiquement, de choses qui vont venir et qui vont pouvoir se traduire à différents niveaux. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un ou une élue qui va avoir une volonté politique, mais se retrouver bloqué par des services qui sont dans une logique de construire la ville de façon réglementaire, de façon qui vont penser le structurel avant de penser le social et qui vont penser tous ces aspects-là. Donc notre travail à nous, c'est de travailler à tous ces niveaux de gouvernance, de faire de la formation auprès des différents organismes, auprès des différents services, et ça de façon très transversale en plus, c'est-à-dire que travailler sur les questions de genre, c'est pas seulement travailler avec le département égalité femmes-hommes ou avec le département urbanisme, mais c'est travailler aussi sur les finances. Qu'est-ce qu'un budget sensible au genre? C'est-à-dire un
un budget qui va prendre en compte, qui va faire attention, je suis en train de construire quelque chose, est-ce que ce projet que je suis en train de faire va pouvoir être utilisable par toutes et tous ou pas? Et auquel cas, qu'est-ce que je fais pour le corriger? Soit en changeant l'équipement, soit en changeant la façon dont les gens vont pouvoir s'approprier cet équipement. Typiquement, si je parle d'un espace sportif, ça veut dire soit je mets moins d'argent pour construire des espaces sportifs qui sont utilisés à 95% par des hommes, soit je fais en sorte que les femmes utilisent aussi ces équipements sportifs en favorisant, en finançant les associations sportives pour que les femmes s'en emparent également, ou alors je crée des équipements sportifs avec une plus grande versatilité qui permettent de mener différentes actions sur un territoire. Donc vous voyez que travailler la question du genre, c'est travailler, on a parlé d'intersectionnalité tout à l'heure, c'est travailler de façon complexe, d'analyser de façon sensible la complexité des besoins qui peuvent s'exprimer sur un territoire et d'y répondre de façon complexe aussi et parfois aussi de façon... on parlait d'urbanisme transitoire ou d'urbanisme tactique tout à l'heure, c'est aussi permettre cette flexibilité, cette façon de réorganiser les espaces différemment. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais souvent je montre une vidéo de deux sociologues américains qui avaient fait une expérience sur l'observation d'un espace où il y avait des chaises qui étaient proposées. Et en filmant cet espace, ils regardent que les gens qui arrivent sur cet espace, et vous pouvez le faire si vous allez par exemple dans le jardin des Tuileries à Paris, les gens déplacent ne serait-ce que parfois d'1 centimètre la chaise pour s'asseoir dessus, et à partir de ce moment-là, ils ont recréé leur propre espace. C'est-à-dire que ça tient à très peu de choses. C'est je crée mon espace. Et il y avait de très très rares exceptions de personnes qui ne déplaçaient pas une de ces chaises. Ce qui prouve qu'on a besoin de cette capacité de mouvement. Alors vous allez me dire, mettre des chaises dans l'espace public, c'est un exemple, hein. Mais ça veut dire que la réversibilité d'un équipement, la capacité à créer quelque chose et puis se dire ensuite, tiens, ça ne fonctionne pas, je le fais autrement. Revenir, le principe itératif sont autant d'éléments qui vont permettre de faire un espace public qui va être incluant. Et alors, pourquoi j'utilise le terme incluant et pas inclusif? Parce que le terme inclusif est devenu un mot valise. Et politiquement, les mots veulent dire quelque chose. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle plaquette, tout le monde fait de l'équipement inclusif. Or, incluant, c'est l'inverse d'excluant. Et l'exclusion, c'est quelque chose qui est très fort dans la ville. Il faut repartir, bien imaginer qu'il y a beaucoup d'exclusions et comment on se contrainte ces exclusions. Donc, travailler sur des espaces incluants, c'est s'interroger sur les exclusions et savoir comment on les... pas les éradique, parce que de toute façon, ce serait une utopie, mais en tout cas, comment est-ce qu'on travaille différemment pour réduire ces exclusions, en proposant, encore une fois, on parlait de la place du Panthéon tout à l'heure, alors c'est une place très centrale, qui était déjà une place avec une grande mixité, hein, puisqu'il y a énormément d'étudiantes et d'étudiants, de touristes, qui par ailleurs sont donc... on a une mixité là, de femmes et d'hommes, et de toute une catégorie de population différente. Et pour autant, cet espace était envahi par les voitures. Donc il a fallu bien supprimer les voitures pour pouvoir créer quelque chose. Et ensuite, travailler aussi à la façon dont on pouvait imaginer cet espace pour toutes et tous. C'est-à-dire, comment est-ce que des femmes pourraient s'emparer de ce mobilier urbain, par exemple? Nous, on s'est rendu compte, à travers les différentes études qu'on a pu mener maintenant depuis plus de 10 ans sur les espaces publics, c'est que pour que des publics différenciés s'approprient les usages, il faut aussi qu'il y ait une différence, une diversité dans l'offre d'usage aussi. Donc sur le mobilier qu'on a proposé Place du Panthéon par exemple, il y a une diversité, il y a des plateformes, il y a des bancs plus traditionnels, il y a des petits bancs qui permettent de faire des face-à-face, il y a des tables, il y a toutes sortes de choses qui vont permettre différents usages. Dès lors que vous avez différents usages possibles, vous avez différentes typologies d'usagères et d'usagers, et d'à partir du moment où vous avez différentes topologies d'usagères et d'usagers, les femmes qui par construction sociale, se sentent souvent moins à l'aise dans l'espace public, vont commencer à se sentir plus légitimes et plus à l'aise dans ces espaces-là et vont se les approprier. Je vous invite à aller Place du Panthéon aujourd'hui, vous verrez que ces espaces sont sollicités, sursollicités d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui le mobilier en souffre, il est en train de se détruire tout doucement parce qu'il est extrêmement utilisé, mais c'est une preuve de réussite d'une certaine façon que de montrer cela. Donc voilà, je ne veux pas préempter tout le temps, ces 10 minutes, c'est extrêmement court pour parler des sujets sur lesquels on travaille et qui arrivent tout doucement à l'école d'urbanisme de Paris d'ailleurs, puisque ma collaboratrice Pascale Lapalu enseigne à partir de cette rentrée des cours sur le genre et l'urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris. Et ça, c'est un point qui est important aussi, c'est faire en sorte que dans les
formation initiale, ces questions de genre soient introduites dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, dans les écoles de paysage, dans les cursus d'ingénierie, parce que nous, on s'en rend compte, on travaille avec des ingénieurs, et c'est encore une pensée très, très structurelle qui a du mal à introduire le social. Et si on n'introduit pas le social dans la pensée de la structure de la ville, eh bien, on ne changera pas la ville. Pierre Urmic, est-ce que ces questions de genre infusent dans vos politiques? Oui. Est-ce que cela rencontre des... Oui, et puis je dirais, s'il y a bien un espace public très genré dont vous n'avez pas parlé, c'est les cours d'école. Tout à fait. Et voilà. Et donc, nous avons décidé, non seulement nous avons 113 écoles primaires et élémentaires à Bordeaux, nous avons décidé de toutes les végétaliser, mais en même temps de les dégenrer, parce qu'effectivement, l'aménagement d'une cour d'école est typique, hein, je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, d'un aménagement très, très masculin et très genré. Donc c'est vraiment un chantier auquel nous nous sommes attelés, nous sommes donnés à peu près 10 ans pour réussir à dégenrer et végétaliser en même temps toutes nos cours d'école. C'est un grand chantier. Voilà, Tout mais je à pense fait. que ça complète. Absolument. Et d'ailleurs, la ville de Bordeaux a la chance d'avoir la spécialiste du genre qui s'appelle Edith Marvé-Jules et qui travaille sur les cours d'école depuis très longtemps et avec qui on travaille et qui fait effectivement, la cour d'école est un reflet à petite échelle de cet espace public plus large qu'est la ville. Alors, Céline Varenne-Souchon, vous allez nous dire si vous utilisez le terme incluant ou inclusif. Vous êtes fondatrice de Mangrove, une agence de design sociétal qui produit du conseil stratégique pour les entreprises et les collectivités, y compris dans le cadre de projets urbains. Vous portez une attention particulière aux besoins des invisibles et aux questions d'accessibilité universelle, par exemple dans le cadre du projet Decide près de Lyon, dont vous nous parlerez peut-être. Vous êtes également cofondatrice avec Olivia Cuir d'Urban Chrysalide, un do tank qui réunit des acteurs citoyens de différents horizons autour du bien-être en ville, un bien-être inclusif ou incluant donc. Exactement, les termes sont importants. J'avais prévu peut-être une petite présentation, je ne sais pas si je dois aller là-bas ou si je peux... Alors, la personne qui devait déclencher la présentation ne semble pas être là, donc... je vais y aller sinon. Si. Merci Estelle. Merci beaucoup. C'est vrai qu'après la crise sanitaire, finalement, il y a deux mouvements qui se sont produits. Un mouvement de fermeture très fort chez soi, sur soi, dans ses communautés. Et il y a un moment aussi d'ouverture. Il y a eu des formidables solidarités qui se sont créées. Donc ça a été aussi un accélérateur de cette notion d'inclusion qui devient effectivement un peu, comme on disait, comme le bien-être, un peu tarte à la crème in fine. Et que finalement, la notion d'inclusion, c'est vraiment, on parle d'intégration beaucoup, mais l'intégrer, c'est vraiment comme si on devait admettre, comme si c'était une faveur de faire que les gens puissent, qui sont en situation de handicap, puissent vivre en même temps que nous dans la vie, on va dire, traditionnelle. Quand on parle d'inclusion, on parle vraiment d'accueil, de cohabitation et d'équité. Donc ça, c'est des mots qui sont effectivement importants. Et même pour aller plus loin que l'inclusion, l'idée, c'est vraiment de parler d'accessibilité universelle. Le fondateur, le directeur du City Lab de Nantes parle de rattrapage social, en fait, de dire que finalement, c'est un investissement global en parlant d'inclusion. On ne peut pas juste faire des choses très sporadiques et qui arrivent à être... Merci beaucoup. Voilà, hop, je vais vous mettre ça. Hop. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce petit schéma que vous connaissez peut-être tous, mais qui est assez parlant sur la différence entre intégration et inclusion, et cette notion d'investissement global pour aller vers l'inclusion. En 2019, il y a le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap qui a mis en place un label qui s'appelle le Territoire 100% inclusif. L'objectif de ce label, c'est d'offrir, alors une part d'expérience sans couture, pour inciter à de nouvelles formes de coopération entre les acteurs du médico-social, entre les collectivités, entre les entreprises, pour finalement promouvoir une nouvelle offre et une nouvelle vie finalement aux personnes qui sont en situation de handicap, mais finalement un peu tous, qui puissent du coup vraiment à lever les freins et à travailler sur les bonnes pratiques qui peuvent déjà se produire. Et ce label a été décerné à la métropole de Lyon en avril 2019, et ça a été un accélérateur très intéressant parce que ça a mis autour de la table des gens qui ne parlaient pas le même langage. Quand les entreprises rencontrent des acteurs du médico-social qui mettent autour de la table des aidants et des personnes en situation de handicap, parfois les dialogues sont même compliqués sur les mots et sur les
attentes des uns et des autres. Donc l'idée, c'était de rassembler ces parties prenantes. Et concrètement, le territoire de la métropole de Lyon a visé Dessines, donc qui est à l'est de Lyon, près de Dessines-Charpieu, un projet qui a été initié, qui est aménagé, construit par le promoteur immobilier EM2C, dans le cadre d'un projet urbain partenarial entre la ville de Dessines et la métropole de Lyon. Et donc, dans ce projet de 11 hectares, il y avait 4 hectares qui sont dédiés au médico-social. Donc là, on se dit, mais comment on fait pour pas faire un entre-soi un peu compliqué, 4 hectares avec que des personnes en situation de fragilité. Finalement, comment on arrive à faire de ce quartier une inclusion sociale, comment on fait pour que on n'ait plus peur de la différence, puisque c'est souvent ça notre problème. Si vous avez une personne qui est autiste, qui est perdue dans une ville dans les Pays-Bas, on va la raccompagner. En France, on appelle la police. Donc on sent que les cultures sont à faire un peu différemment. Et donc faire à l'échelle de ce quartier, 11 hectares, c'est quand même assez grand, et en même temps, on est vraiment en lien avec la ville. Donc les acteurs qui se sont implantés petit à petit, qui se sont mis autour de M2C et des collectivités territoriales pour faire ce nouveau quartier, puisque c'est une friche industrielle aujourd'hui. Donc eux-mêmes revoyaient leur offre médico-sociale. Donc il y a d'abord l'EHPAD Morlot qui est venu ici, qui a fait un EHPAD ouvert sur la ville avec beaucoup de thérapeutique du patient pour qu'il y ait des allers-retours, qui se fassent, que ce soit pas un EHPAD fermé. Enfin, il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. La Fondation OVE qui a installé un établissement pour les autistes déficitaires. Donc autistes déficitaires, c'est des personnes qu'il faut accompagner non-stop dans la vie de tous les jours. Donc c'est des personnes qui parfois sont complexes, dans la mobilité, dans le rapport à l'autre, dans la communication. Et donc qui a vraiment repensé la manière de s'installer ici, la manière d'imaginer leurs établissements. Et petit à petit, ils ont été rejoints par d'autres acteurs. Donc maintenant, il y a une dizaine de partenaires. Donc c'est un collectif. Il n'y a pas de statut. C'est pas une association. C'est pas un GC, je sais pas quoi. C'est vraiment un collectif qui s'est mis autour de ce territoire, avec le soutien de la ville de Dessines, de la métropole de Lyon et puis de l'ARS qui a été aussi beaucoup porteur. Et donc l'idée, c'est vraiment de rassembler et de faire des démarches vraiment concrètes, stratégie des petits pas. Il n'y a pas d'argent à débloquer, il n'y a pas de c'est vraiment comment on travaille avec le quartier, les gens qui sont ici, en partant d'idées qui soient collectives, collaboratives, qui soient réalisables et qui soient duplicables à l'échelle de la métropole. Donc il y a une mesure d'impact qui est faite à chaque fois pour voir l'impact de ce qui est fait, pour voir comment on peut le dupliquer à l'échelle de la métropole. Donc tout ce travail, il est fait avec du design social. Donc c'est là où notre société rentre en jeu. Donc nous on a un peu un acteur tierce, agence de design sociétal. On travaille avec les méthodes collaboratives du design, où on est vraiment dans placer l'usager au cœur de toute la problématique, travailler en co-construction, prototyper, tester, voir ce qui fonctionne. Donc on est vraiment dans cette façon-là de travailler le projet. Et donc ça a donné lieu à 4 types d'actions. Donc je vais en développer 2 aujourd'hui pour pas être trop long, mais on a travaillé autour de l'inclusion par l'espace, autour de l'inclusion par l'accueil aussi, par le logement et par l'emploi. Donc c'est les 2 premières que je vais plus développer maintenant. Et en fait, pourquoi on est parti là-dessus? Parce que le label au départ était très large et on s'est dit mais de quoi a besoin ce territoire à l'est de la métropole, avec son développement, avec les mobilités qui existent aujourd'hui. Enfin donc on est parti vraiment du besoin du territoire pour dire on va s'atteler à ces actions-là. Donc quand on parle tout d'abord d'inclusion par l'espace, donc on est allé voir les gens, c'est tout simple, c'est vraiment une des très pragmatique comme démarche. Ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui sont autistes, en fait, quand elles arrivent par exemple dans un très grand hall ou dans une très grande avenue, elles sont complètement perdues. Elles ne savent pas comment se diriger. Et ça, c'est valable pour des personnes qui ont des troubles aussi psychiques. C'est quelque chose, une personne âgée aussi. C'est pas que le prisme du handicap, c'est vraiment le prisme de la différence en fait, de la façon d'appréhender l'espace. Et donc créer en fait des couloirs, créer des repères, créer par le végétal, par le mobilier, par différentes choses qui sont activées, permettent du coup de faire sans que ça coûte de refaire toute la voirie et la circulation. C'est vraiment de faire des choses qui arrivent petit à petit pour créer ce sentiment de bien-être et de sécurité qui peut être fait. Et donc on utilise tous les sens pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est multisensoriel, qui est activé
développer pour arriver à avoir cette appréhension de l'espace qui soit plus, comment dire, plus inclusif. On va l'utiliser ce mot, ce mot valise, sortons-le. Donc 4 idées ont été explorées par rapport à ces appréhensions de l'espace qui nous ont été retournées du terrain. La première, c'est comment je peux me repérer et me déplacer plus facilement. L'autre, c'est comment je peux gérer la luminosité, créer la rencontre et puis aussi sensibiliser l'autre à ma différence. Donc on est parti sur ces 4 explorations-là et à chaque fois que, en fonction des cas d'usage, si on veut se déplacer, si on veut se repérer, enfin des différentes choses, on active des leviers qui sont différents que vous voyez ici. Donc on peut activer aussi bien la luminosité, le son, le toucher, le mobilier urbain, la signalétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle notamment de parcours et de signalétique, on se rend compte que beaucoup de choses sont écrites, ou alors il y a quand même quelques pictos ou quelques graphismes parfois. Mais si on ne parle pas le français ou si on a des problèmes de troubles psychiques, se déplacer, c'est très très difficile. Donc finalement, comment on revoit l'approche pour créer une accessibilité beaucoup plus pour tous et toutes. Donc un exemple concret qui a été fait donc à MAS, donc c'est un établissement pour les autistes déficitaires de la Fondation OVE. Donc ce bâtiment il est ouvert depuis 2019. Il a été en co-création avec les familles et avec un architecte qui est spécialisé dans les troubles. Et donc tout a été fait parce qu'en fait les autistes ils sont hypersensoriels. Donc tous les sens sont développés. Donc finalement les couloirs, il y a plein de petits refuges où on peut se poser, où on peut se mettre un peu en sécurité, dans un sentiment vraiment très personnel. Il y a les hauteurs qui ont été revues à la baisse, les ouvertures aussi, pour créer ce sentiment un peu de cocon. Les lumières sont accompagnées sur les bords, rien n'étant direct comme là dans la figure. Les couleurs qui sont aussi... C'est vrai que là, on ne ressent pas un sentiment de bien-être. Donc c'est tout qui a été vraiment travaillé avec l'extérieur, des jardins thérapeutiques, d'installation de trampoline parce que c'est apaisant aussi ces mouvements et de tout le temps de cocon. Donc voilà, c'est cette idée-là qui est pour les autistes dans ce cas-là, mais qui peut très bien concerner les enfants, qui peut concerner d'autres personnes qui peuvent être intéressées par cette façon de penser l'habitat un peu différemment. Le toucher aussi pour guider. Alors bon, c'est vrai que maintenant avec le tactile, on a tous un peu du mal parce qu'il faut se mettre du gel tout le temps. Mais bon, quand même, le toucher est un sens très intéressant pour créer finalement du lien dans un espace qui peut être parfois un peu surprenant ou même effrayant. Et donc du coup, créer des zones où on suit un fil par le toucher, ce sont aussi des choses intéressantes. Le mobilier peut être aussi très intéressant. Là, le banc que vous voyez ici, il a été designé par une designer qui travaille chez Mangrove. Elle a fait un banc à effeuiller. L'objectif de ce banc qui se met plutôt à l'intérieur, c'est d'avoir des couches qui se mettent soit sur l'assise basse, ou sur l'assise haute, et qui permettent de créer la rencontre pour savoir si le confort est mieux. C'est des prétextes à la création de la rencontre autour du bien-être. Donc c'est des choses qui peuvent être développées. Autre point qui est ressorti, qui est auquel on ne pense pas vraiment au départ, c'est la communication. En fait, une personne qui est aidante, ou peut-être si vous avez de la famille qui ne parle pas très bien le français, quand il y a quelqu'un qui est aidant, on s'adresse qu'à l'aidant. Donc c'est toujours les commerçants qui se retrouvent dans une situation où la personne parle pas très bien, ne comprend pas très bien. Il y a une frustration très très forte chez les personnes qui sont dans cette situation de vulnérabilité. Par contre, le commerçant dit « Oh, mais on se débrouille ». Donc si on écoute le commerçant, il n'y a rien à faire, ça va bien se passer. Et si on écoute la personne qui est en situation de vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose à travailler. Donc on a prototypé des outils de communication non verbale. C'est vraiment tout simple, vous pouvez voir. C'est des petites PLV qu'on met vers le comptoir du boulanger. À chaque fois, c'est contextualisé pour qu'on puisse pointer tout simplement qu'est-ce que la personne veut, comment elle se ressent. Et vraiment, ça crée finalement, soit les gens se disent, tiens, c'est intéressant, pourquoi le commerçant il fait ça, donc l'image du commerçant est plutôt valorisée vis-à-vis d'une personne qui n'a pas besoin de ce dispositif. Sinon, c'est très aidant dans une communication qui peut être parfois compliquée.
Voilà, donc ça c'est un prototype qui a été mis tout simplement dans une supérette, donc qui permet de voilà. Et donc là, on est en train de travailler pour que les maisons des métropoles à Lyon, donc qui accueillent les personnes qui sont en situation voilà, la PMI, pour aller voir un médecin, un peu le tout venant, et bien du coup puisse être contextualisé et qu'on puisse travailler sur quel picto, quel mot et comment on sensibilise finalement à la différence les agents qui reçoivent finalement ces publics-là. Donc quand on regarde finalement la mesure d'impact, donc on a des mesures qui sont beaucoup plus précises, enfin plus comment dire, plus larges que ça, mais là je vous ai vraiment mis le principal. Voilà, au départ, avant ces outils-là, il y a seulement 6% des commerçants qui s'adressent en premier à la personne qui ne formule pas très bien son besoin. Donc 6%, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Et donc 81% qui s'adressent plutôt à l'aidant qui est à côté parce que c'est le référent et que c'est quand même nettement plus facile. Et qu'après avoir mis le prototype, du coup, comme il y a une sensibilisation, la personne s'adresse d'abord et puis après, ça peut être plus compliqué, mais il y a une pointage, en tout cas, il y a une mise en relation, une mise en communication qui fait toute la différence en termes de prise en compte de l'autre, hein, tout simplement. C'est vraiment une relation toute simple, quoi. Donc ça, c'est des choses, c'est très pragmatique, comme je disais, stratégie des petits pas. Voilà, c'est vraiment très intéressant de pouvoir développer ce genre de choses. Et donc les facteurs clés de réussite, en fait, c'est vraiment de se dire qu'entre les collectifs d'acteurs qui sont les uns qui sont ensemble autour de cette problématique, il faut se dire d'abord pourquoi on le fait ensemble, quels sont l'impact qu'on veut avoir ensemble. Là, on parle vraiment d'inclusion de proximité. On est sur le quartier, on est sur son voisin pour arriver à être dans cette sensibilisation-là, et on s'est mis d'accord là-dessus sur les critères qu'on voulait avoir en termes d'impact. Le fait aussi de se dire que ce qu'on crée là, les prototypes, ça peut créer de la valeur économique. Et quand on parle de ça, on met dans le médico-social, parfois les gens nous disent mais en fait non. Et en fait si, il peut y avoir un marché, c'est un vilain mot peut-être pour certains, mais il y a un marché de l'inclusion, et ce marché-là, plus il se développe, plus c'est open source, plus du coup on sera dans un rapport à l'autre qui sera différent, et un regard qui sera différent. Et c'est vrai que le fait d'avoir un acteur tierce qui n'a pas d'enjeu entre la collectivité, le promoteur, les acteurs du médico-social, et qui est là simplement pour animer la dynamique. Là, ça fait 4 ans qu'on travaille vraiment ensemble, et du coup, ça produit des choses très intéressantes. Alors, on a sorti un petit guide qui s'appelle « Dessine-moi un quartier inclusif » qu'on va mettre disponible sur LinkedIn, puis je vous enverrai peut-être le lien pour que, c'est vraiment open source, pour que vous puissiez piocher plein de petites choses que vous pourriez mettre dans vos projets urbains. Le chemin est grand, il y a plein de belles choses à faire, et elles ne sont pas très chères, souvent. Est-ce que vous pouvez détailler un peu plus la manière dont vous travaillez avec le promoteur, acteur particulier qui est soucieux bien entendu de ses marges, et oui. Est-ce que vous êtes tombé sur un promoteur particulièrement altruiste ou bien En fait, le projet le demandait, puisqu'il y avait 4 hectares d'établissements médico-sociaux, donc c'est vrai que la problématique, elle était quand même pas simple, mais ce promoteur a décidé d'investir dès le départ en disant la formulation n'était pas « je veux faire un quartier inclusif », c'est en 2019, c'était pas aussi clair que ça, mais c'était comment je crée un rapport au quartier, une acceptabilité, une appropriation, et puis bien sûr, quand il y a acceptabilité, il n'y a pas de recours, on va être assez pragmatique, c'est aussi ça, mais c'est que du coup, on s'est rendu compte après avec le champ des acteurs qui se sont greffés au projet, et puis le fait accélérateur que la métropole de Lyon, et puis ce label qui a été vraiment aussi une mise en dynamique très intéressante, que le promoteur avait tout intérêt à travailler comme ça, et ça lui a fait gagner finalement aussi c'est une vraie sincérité qui est mise en place. C'est pas simplement, on va dire, pour du marketing, hein. Et ça lui a fait gagner aussi une manière de commercialiser différemment son quartier, puisque autour il y a quand même 58 mètres carrés d'entreprises qui vont s'installer, et que les entreprises, maintenant que la RSE, et c'est quelque chose qui est très important, elles sont pas forcément dans le domaine du handicap ou de l'inclusion, mais par contre s'installer ici, ça veut dire quelque chose pour leurs salariés, et donc du coup, on voit bien que ce rapport, il devient gagnant-gagnant, mais c'est quand même long. Vous voyez, on parle de 2019, on est dans le défrichage, et c'est pour ça que aussi il y a cette démarche open source de diffuser aussi cette manière de faire, parce qu'il y a plein de choses à faire sur plein de territoires, et effectivement MDC a été précurseur sur ce point-là. Sur la métropole de Bordeaux, est-ce qu'il y a une démarche du même type ? Alors, nous ne sommes peut-être pas encore aujourd'hui très performants sur ce terrain-là, comme d'autres d'ailleurs, hein.
Mais j'ai envie de dire, nous progressons tous les jours. J'ai d'ailleurs un adjoint qui est dédié à ces problèmes d'inclusion et qui vous promet essaie de faire en sorte que nous rattrapions le retard. Mais je désespère pas du tout du fait que d'ici quelques années, nous ferons aussi bien, si ce n'est mieux, j'espère, que la métropole de Lyon. Alors, Chris Blache, Alain Bourdin évoquait l'insertion de certains thèmes dans les formations universitaires en urbanisme. Est-ce que vous voyez, Alain Bourdin, les choses bouger d'où vous êtes? Oui. C'est très compliqué de répondre à cette question. Parce qu'il y a des choses qui sont très contradictoires. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui bouge, mais qui, d'un côté, et si je ne fais pas de frontières publiques-privées, si je prends tout l'appareil de formation existant en France actuellement, d'un côté, on va vers plus d'opérationnalité, plus d'efficacité immédiate, etc., etc., ce qui n'est pas forcément favorable à la prise en compte de choses qui sont un peu plus complexes, qui demandent un peu plus de temps, etc., etc. Et d'un autre côté, on a une assez grande ouverture à des thématiques nouvelles, mais en même temps, on peine à les mettre en place de façon efficace par rapport aux débouchés des étudiants, par rapport au profil professionnel auquel on prépare. Donc, la seule chose qui soit claire, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'immobilisme. Mais on est dans quelque chose qui est en train de bouger un peu dans tous les sens. Et je dirais, je ne vais pas mettre de jugement de valeur, hein, mais avec des objectifs différents, des réalisations différentes. Et il y a certainement un enjeu qui est de retrouver ce qui est vraiment les cœurs de métier de l'urbanisme et d'y associer des thématiques nouvelles. Comment on associe à la fois cœur de métier et thématiques nouvelles. Bon, et ça, c'est pas du tout évident. Hein. Mais vous pouvez dire à vos étudiants qu'il y a en tout cas des débouchés et des marchés en matière d'inclusion. Il n'y a absolument aucun doute, mais si je peux juste ajouter une petite chose. Bon, ces exemples, évidemment, vous avez des intervenants qui nous présentent des choses qui sont particulièrement intéressantes. Un des problèmes, et qui, je pense, c'est un problème qui ne concerne pas seulement les gens qui font de la formation, etc., pas les chercheurs. Un des problèmes, c'est que le détail de l'usage est quelque chose d'absolument essentiel dans l'urbanisme, qu'on soit à l'échelle, quelle que soit l'échelle à laquelle on est, logement, quartier, ville, etc. Le détail de l'usage est essentiel. Et si je puis me permettre de faire une petite publicité, il y a Richard Sennett qui a écrit des choses admirables là-dessus et qui sera au Club Ville Aménagement, mais Ariella est plus là pour dire la date, qui sera au Club Ville Aménagement en décembre. Début décembre. Et on a un problème tout simple, qui est d'arriver à construire un savoir qui rassemble un petit peu tout ce qu'on sait. On sait plein de choses quand on prend les ergonomes, quand on prend les psychologues, quand on prend les anthropologues, quand on prend les spécialistes de sciences cognitives et je ne sais pas quoi encore. On sait plein de choses, mais elles sont dispersées. Alors, la thématique du genre a un peu aidé à en rassembler un certain nombre. C'est vrai qu'aussi la thématique de l'inclusion aide un petit peu, mais on est encore loin du compte. On est encore loin du compte, on a là tout un champ de savoir qu'il faudrait qu'on rassemble. Vous voyez les choses avancer, Brigitte Bariol-Matet ? Je confirme, il y a effectivement un peu des mondes parallèles, chacun étant dans sa ligne de nage, sa spécialité, et il y a tout un dialogue à instaurer entre ce monde du soin, de l'inclusion, le monde de la conception. Il faut arriver à mettre les mêmes choses sous les mêmes mots, c'est pas simple, avoir vraiment un corpus de références communs, et ça se construit vraiment avec le temps. Enfin, je disais sur les enjeux d'urbanisme favorable à la santé, c'est un travail qui a peut-être une petite vingtaine d'années, et on sent qu'il y a énormément de chemin à faire pour trouver ces approches transversales qui créent aussi des nouveaux métiers, enfin des nouvelles approches de la conception qui
qui enrichissent vraiment vos métiers, nos métiers, la manière pour les élus de voir les choses, mais c'est un travail patient et quelquefois il y a des temps d'incompréhension où il faut poser les choses sur la table. Enfin, je sais quand il y a eu ce travail sur le guide Isadora avec des chercheurs de l'école en hautes études en santé publique, bon, on se rend compte qu'on n'est pas dans le même référentiel. Donc il faut arriver à faire converger des référentiels de pensée, de processus, et effectivement expérimenter. C'est vrai que les approches de design des politiques publiques aident pour sortir des approches trop linéaires, mais en même temps, tout le processus des marchés publics n'aide pas. C'est pas si facile d'intégrer ce type de démarche dans les processus de conception, de programmation, qui sont quand même très normés, quoi. C'est trop normé ou bien il faudrait mettre d'autres critères pour l'attribution des marchés? C'est un peu les deux. On peut intégrer de nouveaux critères, mais il y a des processus dans la commande publique desquels c'est difficile de sortir. C'est pour ça qu'il faut aussi pouvoir avoir des cadres d'expérimentation, de politique publique un peu dérogatoires du droit commun, avec quand même une possibilité bien sûr de bilan. Jusqu'à présent, pour les collectivités, on était dans une logique où si on fait une expérimentation, soit il faut la généraliser à toute la France, soit on l'abandonne. Enfin, donc il y a des freins, y compris législatifs, à faire évoluer. Vous vivez cela, Pierre Urmic, en matière d'urbanisme frugal, par exemple? Oui, je pense que ça fait partie, effectivement, de cette notion, mais je pense que toutes les collectivités ont quand même un certain retard en la matière et des marges de progression évidentes. Il faut effectivement que la réglementation soit plus souple, mais je pense qu'il faut aussi une volonté politique, peut-être une commande un peu plus ferme, mais je crois que c'est en train de démarrer. Vous avez bien fait de citer Lyon. Lyon est, à mon avis, un bel exemple derrière lequel on peut commencer à s'abriter pour profiter des quelques années d'avance qu'ils ont un peu sur beaucoup d'autres villes et métropoles. Enfin, je crois que maintenant le pli commence à être pris et que tout le monde a compris que c'était incontournable. Et puis je crois aussi l'émergence de nouveaux métiers. Enfin, c'est toute une chaîne qui est en train de se mettre en place. Et persuadé que si on a cette discussion d'ici dans 4 ou 5 ans, on aura les uns et les autres d'autres expériences à mettre en avant et des réussites. D'ailleurs, Chris Blash me disait tout à l'heure, vous travaillez avec toutes sortes de collectivités, et donc côté élu, côté volonté politique, ça avance. Oui, enfin, vous les aidez à avancer aussi. Oui, alors ce sont des thématiques qui émergent et j'ai envie de dire toutes tendances politiques confondues. Parfois, parce nous on travaille aussi bien que des départements, avec des villes, avec des territoires. Et alors, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est que ce qui transcende j'ai envie de dire les courants politiques, c'est les volontés de personnes. Ça reste encore attaché à des volontés assez personnelles de quelqu'un qui va porter le projet. Donc, en ce qui nous concerne, des sensibilités, donc, de oui, c'est ça qui vont porter cette question-là. Quand on a travaillé avec la ville de Paris, c'était dans le contexte de la PAVEX avec Jean-Christophe Choblet qui a vraiment fait en sorte que dans le projet de rénovation des 7 places, réinventons nos 7 places, que la question du genre soit portée et qui a fait attention à ce que cette ligne qui disparaissait réapparaisse de façon systématique jusqu'à ce que ce soit vraiment dans les CCTP, enfin dans tout ce qui est documents d'appel d'offres et que ce soit une condition sine qua non qui soit portée. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été porté, si je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre d'autres, ça a été porté là, ça a été introduit, il y avait une ligne budgétaire qui correspondait au fait d'introduire la question du genre dans les projets. Et ça n'a pas toujours été suivi parce qu'il y avait les collectifs n'ont pas forcément été en mesure ou n'ont pas cherché forcément à avoir cette dimension-là dans leur projet, même si c'était demandé. Mais il n'en est
il n'en reste pas moins qu'il y a eu quand même un bilan qui a été fait après ça. Il y a quand même des collectifs comme le nôtre qui l'ont porté parce qu'il y avait cette compétence à l'intérieur du collectif. Mais aujourd'hui, tous les projets Ville de Paris, par exemple, incluent cette dimension genre. Donc, il veut dire qu'on commence à un moment donné sur une expérimentation et là, on la développe au niveau de la ville. On le voit sur d'autres projets. On travaille aussi effectivement avec les métropoles de Lyon. On travaille sur d'autres territoires. Et puis, ça peut être aussi à l'échelle du micro-projet. On travaille avec la ville du Havre sur le parc Massillon, par exemple, qui est quelque chose d'assez circonscrit. Donc, ça peut se faire à différentes échelles, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a placé cette brique, ce qu'il faut, c'est faire essaimer en quelque sorte. Donc, quand nous, place une brique comme celle-ci, par exemple, travaille sur la place Massillon, par exemple, lundi prochain, on va être au Havre parce qu'on a lancé un cycle de formation pour s'assurer que l'ensemble des publics qui sont en charge de ce type de projet pour la ville du Havre, par exemple, soient formés. Donc c'est un processus où parfois on arrive, j'ai envie de dire top-down, des fois on vient bottom-up, on arrive par un micro-projet et on monte. Parfois on arrive avec une volonté politique et qui va pousser les choses et ensuite on essaime. Donc il y a, en tout cas, pour nous c'est une politique volontariste. On prend on prend où ça bouge, c'est-à-dire que si c'est par le petit projet, on rentre par là et on essaie de le faire grandir. Et si on arrive par le grand projet, on essaie de faire en sorte que ça diffuse, que ça infuse et que ça se pérennise surtout. Céline Varenne-Souchon, vous approuvez? Vous hochez de la tête? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on rentre soit par un petit trou de souris, soit par la grande porte. Et quoi qu'il arrive, voilà, on arrive à faire son trou. Je trouve que ces dynamiques-là sont très positives, quoi qu'il arrive, peu importe d'où on part, quoi, quelque part. Alors nous allons laisser un petit temps de questions ou de réactions de la salle. N'hésitez pas à bien vous manifester parce qu'on ne voit pas grand-chose, effectivement. Une réaction, une expérience à ajouter? Une interrogation? Bon, alors je vais demander à nos intervenantes et intervenants de prononcer chacun et chacune un mot de conclusion. On commence à... Ah, très bien. Oui, la ville du bien-être. À Paris et comme à Bordeaux, moi j'approuve énormément ce que vous avez fait avec le rassemblement finalement de toutes les fonctions dans un même domaine. Lorsque j'étais responsable d'une ville nouvelle, tous mes ingénieurs me disaient il faut séparer les fonctions. Alors on avait fait une voie de bus, on avait fait une voie de bicyclette et on avait séparé tout le monde, d'où l'insécurité. Maintenant à Paris, bon j'ai 80 ans, mon bureau est avenue Montaigne et j'habite Boulogne. Et effectivement, pour essayer de suivre Madame Hidalgo, j'ai pris ma bicyclette et j'ai été au bureau en longeant la Seine. Mais je ne comprends pas, si vous voulez, parce que c'est très très désagréable. Vous pouvez faire l'expérience, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait des bicyclettes à côté de voies, mais c'est très très désagréable de faire du vélo à contresens, parce qu'il y a 2 voies, à côté des voitures qui sont sur la voie sur berge, mais s'il y a le moindre incident, et il y en a beaucoup, il suffit d'aller aux urgences de Pompidou, de voir qu'en multipliant finalement les pistes cyclables dans un milieu urbain avec des voitures à côté, c'est pas le bien-être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, à mon âge, quand on veut aller... Alors, autrefois, pour aller gare de Lyon, je mettais 1/4 d'heure. Maintenant, avec ce qu'elle a fait sur la voie sur berge, on met 3/4 d'heure. Si je veux prendre le métro, mais je ne peux pas, parce que quand j'arrive gare de Lyon, il y a des escaliers. Donc si j'ai une valise, comment fait-on? Donc finalement, les élus, et pour le bien-être, finalement, il faut tout penser. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi j'avais monté à Sciences Po, avec le directeur de Sciences Po, une école pour les élus et pour ceux qui s'occupaient des quartiers sensibles. Et je pense qu'il faut absolument, quand on parle de la ville du bien-être, diffuser, et Très Urbain le fait très bien, toutes les expériences de ville réussies, dans tous les domaines. Et ça, on ne le fait pas assez. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Effectivement, il y a la question du choix des infrastructures, de leur aménagement, de l'évolution des usages, peut-être de la réévaluation des usages quand ceux-ci ne fonctionnent pas pour certains publics. Voilà, le message est passé. Alain Bourdin. J'ai envie de faire un élément de réponse parce qu'il se trouve que j'ai enquêté sur la question du déplacement vélo à l'ouest de Paris.
et que des gens, alors d'un côté, on trouve des gens qui ont vraiment envie de faire du vélo. Dès qu'on parle du vélo loisir, alors là, c'est tout le monde qui aime ça. Quand on parle du vélo dans le cadre du travail, pour aller au travail, ou pour en tout cas des choses utilitaires, on a des envies et on a un certain nombre de blocages. Et parmi ces blocages, il y a effectivement le genre de choses que vous évoquiez, c'est-à-dire moi j'ai entendu une championne de VTT dire, moi j'ose pas prendre mon vélo parce que j'ai peur. Et donc, ça ne remet pas du tout en cause le développement de l'usage du vélo. Ce que ça met en cause, c'est la manière dont on le fait circuler. Et moi, je suis revenu de ces enquêtes-là avec l'idée qu'un des points qui manquait, alors je ne vais pas rentrer dans une polémique sur le Grand Paris, mais un des points qui manquait, c'était la coordination. C'était la coordination à l'échelle du très grand territoire de l'agglomération parisienne. Parce que même pour des choses qui vont concerner des déplacements très courts, 1 kilomètre, 2 kilomètres, on a besoin de s'intégrer dans un schéma de mobilité qui soit cohérent à diverses échelles. Et là, je vois bien que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des choses très très vite. On a pris des décisions très très vite, on a marqué des couloirs très très vite, et on a créé du bien-être par un bout et du mal-être par un autre bout. Et donc, à mon sens, ça montre que, tout simplement, il faut prendre ces choses-là au sérieux et les faire vraiment. Mais bon, c'est mon avis personnel. Je confirme ce qu'on venait de dire. Moi, je ne vais pas commenter l'urbanisme de Madame Hidalgo, mais je dis que c'est compliqué. Mettez-vous un peu à la place des maires. Nous recevons des injonctions très contradictoires. Tout le monde veut qu'il y ait davantage de vélos en ville, mais il faut accepter que ça se fasse au détriment d'autres types de mobilité. Notamment, même beaucoup de cyclistes sont aussi à d'autres heures de la journée des automobilistes. Donc, faire la place du vélo au détriment de la voiture, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile. Mais là où vous avez raison, c'est que il ne s'agit pas de faire une piste ou une bande cyclable ici ou là. Ce à quoi sont très attachés à juste titre nos concitoyens, c'est la cohérence du réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un réseau tout à fait cohérent, et ça c'est accepté. Mais si on le fait petit bout par petit bout, c'est vrai que l'acceptabilité sociale est assez difficile. Mais j'ai envie de dire qu'on en est peut-être qu'au balbutiement du partage de la rue. Hein. Ces dernières années, enfin ces 50 dernières années, nos villes se sont essentiellement caractérisées par une adaptation de la ville à l'automobile. Maintenant, on a changé de paradigme, il faut être plus partageur, on commence à le faire. J'ai envie de dire pour tous les maires, ayez un peu d'indulgence. C'est difficile à faire, mais je vous promets qu'une fois que c'est fait, je pense les retours, hein, je pense au moins ceux qu'on a sur Bordeaux sont quand même plutôt positifs, et les gens sont vraiment contents qu'on puisse leur offrir une véritable alternative au tout automobile, malgré des critiques. Hein. Beaucoup disent mais la piste cyclable serait mieux dans la rue d'à côté que dans cette rue. Mais je pense que globalement, les retours sur les nouveaux aménagements en faveur des cyclistes dans les villes sont globalement plutôt appréciés. Si je pouvais juste rajouter un petit mot là-dessus, c'est que nous avons conduit une étude dans le cadre d'un travail d'un consortium européen hein, sur mobilité et genre. On a fait une étude Vélib donc pour voir s'il y avait des différences sur l'appréciation de l'acceptation du vélo. Et en fait, ce que les femmes nous ont dit, c'est que, parce qu'on a mené cette étude au moment où les pistes Covid se sont développées, et c'est qu'elles ont dit que tout d'un coup, elles ont pu tester véritablement le vélo. Que jusque-là, il y avait des morceaux de piste. Et quand il y a des morceaux de piste, eh ben, on n'y va pas. Parce qu'on sait que quand on va arriver, je dis n'importe quoi, place de la Bastille ou ailleurs, d'un coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut descendre de son vélo, traverser à pied. Donc les continuités qui ont été créées au moment des pistes Covid, qui étaient tout à fait transitoires et parfois qui se sont pérennisées, ont permis à des publics qui d'habitude ne faisaient pas de vélo de se mettre au vélo. Donc c'est des éléments qui nous parlent, et c'était dans les retours qu'on a eus, c'était des éléments majeurs. Ça s'est vraiment matérialisé à ce moment-là. Ça veut dire que quand, encore une fois, quand les interconnexions sont bonnes, quand le réseau est consistant, quand la sécurité est assurée, quand la voiture
ralentit, parce que c'est ça aussi, quand la voiture ralentit, parce que c'est aussi ça que nous ont dit les personnes, on a fait du vélo parce que les pistes étaient matérialisées et parce que les voitures ont ralenti. Donc voilà, c'est cette double combinaison qui a permis de meilleurs usages pour des publics qui n'osaient pas prendre de risques. Parce qu'encore une fois, on ne va pas revenir sur la construction sociale, sur la prise de risque. J'ajoute juste un mot, nous on a un souci également à Bordeaux, c'est de donner des cours d'initiation vélo aux enfants dans les écoles. Mais non pas des cours d'initiation dans la cour d'école, ça c'est facile, mais grandeur nature, c'est-à-dire dans les rues. Je pense que les marges de progression tiennent beaucoup aussi au fait que des parents peuvent laisser leurs enfants aller à l'école à vélo. C'est pas évident dans beaucoup de villes. Je pense qu'il faut apprendre aux enfants à mieux circuler à vélo, enfin sortir de cette appréhension de la circulation à vélo. Et je pense que ça aussi, c'est un facteur de développement de la pratique du vélo en ville, et je vous approuve pour dire aussi qu'il faut ralentir au maximum la vitesse automobile si on veut que le vélo soit plus sécurisé en ville. Très bien. Une deuxième et dernière remarque dans la salle. Bon, alors on va passer au tour de table de conclusion. Qui commence? C'est moi, c'est ça? Allez-y. Ce sera très rapide, mais pour moi, je trouve que les expérimentations sont quand même facilitées en France. On a des dispositifs, on a des cadres d'achat. Le problème, c'est le passage à l'échelle. C'est vraiment la réplicabilité. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire ça sur Lyon et ailleurs. On ne se cantonne pas qu'à Lyon, on travaille aussi sur Montpellier, avec des bailleurs sociaux. Enfin voilà. Mais le challenge, il est là maintenant. C'est arriver à dupliquer, à répliquer, et tout en tenant compte des singularités de chaque territoire. J'aurais envie de dire qu'il faut à la fois de la coopération, de l'expérimentation et de la mise en réseau, peut-être pour arriver à le passage à l'échelle, comme un peu art de faire. Et puis il faut se faire confiance. Un mot aussi pour suivre, on va suivre l'ordre. Pour dire aussi, il faut de la curiosité, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé, et qui, à mon avis, fait partie du concept de la ville du bien-être, c'est la ville apaisée, c'est les quartiers apaisés. Et nous sommes allés voir récemment ce qui se faisait à Barcelone. Je trouve que Barcelone, ils ont vraiment une politique d'urbanisme autour de ce qu'ils appellent les supermanzanas, c'est-à-dire vraiment des quartiers apaisés. Et nous, en tout cas, ce que l'on veut faire sur Bordeaux, on s'inspire de ce qu'on a pu voir et qu'on connaissait déjà à Barcelone. Donc il faut aussi, de la part des élus, une curiosité pour aller voir ce qui marche bien dans d'autres villes. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. La question d'aller voir ailleurs, elle est importante, et aussi de laisser place au public. Je citerai cet exemple, puisque vous citez l'exemple de Barcelone. Alors, je ne veux pas reciter encore une fois les exemples du Nord, mais en l'occurrence, c'est le cas de groupes qu'on est allé solliciter pour définir de l'espace public. Quand on va dans l'espace public et qu'on dit par exemple fait un espace pour les jeunes, souvent ce sont les jeunes garçons qui vont s'exprimer. Donc il y a des politiques volontaristes qui est de dire on va aller voir les jeunes filles, et c'est ce qu'ils ont fait dans la ville d'Ouméa par exemple, où ils sont allés voir un groupe de jeunes filles, leur ont demandé d'aménager un espace, pour tous par contre, pour toutes et tous, mais pour sortir des points de vue, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, les hommes et les garçons ont des habitudes de pratique de l'espace public plutôt performatives, plutôt basées sur, encore une fois, sur la performance, sur l'emprise de l'espace, et donc il s'agissait de réfléchir différemment. Il y a un autre exemple toujours en Suède qui s'est fait à Malmö, où pareil, c'est un groupe de filles qui a créé un espace, l'espace s'appelle Rosenrodamata, vous pouvez le retrouver sur internet. Et au début, ils ont demandé à des garçons de créer cet espace. Les garçons ont dit on pourrait créer un city-stade, et puis on l'appellerait Ibrahimovic, parce que c'est notre héros. Voilà. Et puis l'architecte a dit non, ça ne va pas. Parfois, pour pouvoir inclure, il faut savoir exclure. Donc ils ont pris un groupe de 13 filles, les filles ont travaillé ensemble. Après, elles ont créé une association. Aujourd'hui, sur cet espace de Rosenrodamata, vous avez des blocs pour faire du parcours, vous avez un atrium pour faire du théâtre ou de la musique, ou se rencontrer et discuter. Vous avez des éoliennes qui permettent d'alimenter un système pour pouvoir faire de la musique. Vous avez un panier de basket. Enfin, il y a une versatilité sur cet espace qui fait que il y a la création de l'espace, mais combinée avec l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur on fait de la structure et on fait de l'organisation de cet espace, et à partir de là, cet espace peut fonctionner avec une forme d'inclusion. Je terminerai là-dessus. Bon, alors c'est dur, hein, j'arrive à la fin. Je reprendrai deux choses.
Une qu'on vient d'évoquer, qui est d'aller voir chez les autres, pour dire, je pense qu'il y a un pas à franchir. C'est rentrer un peu systématiquement dans des démarches de comparaison. C'est-à-dire pas seulement je vais piquer chez les autres les trucs bien, mais j'essaie de comprendre comment ils l'ont fait, à quoi ça correspond par rapport à moi, et je rentre dans des réseaux de comparaison. On est censé avoir des réseaux de villes de comparaison, mais on ne compare pas beaucoup, en fait. Et donc, il faudrait y revenir. Comparons-nous. Comparons-nous autrement que par les grands indicateurs qui circulent à travers le monde, parce qu'il y a plein de villes qui se comparent, hein, pas trop en France, mais et qui se comparent autour de ces trucs incroyables que sont les classements mondiaux sur lesquels il y aurait énormément à dire. Mais donc rentrer dans des démarches de comparaison d'une autre nature et qui soit un peu profonde et qui soit pas simple, qui soit plus que de la bonne pratique, quoi. Je pense que c'est un point tout à fait important. Le deuxième point, c'est un peu triste à la fin de dire ça, mais bon. Le deuxième point, c'est de la même manière que la meilleure énergie, c'est celle que je consomme pas. Le meilleur bien-être, c'est le mal-être que je supprime. Et je veux dire, il y a aussi une autre démarche qui est de comprendre où sont les mal-êtres urbains et qu'est-ce qu'on peut faire sur les mal-êtres urbains. Et je pense qu'aujourd'hui, on laisse encore passer beaucoup de mal-êtres urbains parce qu'ils ne sont pas dans nos préoccupations actuelles, parce qu'on ne sait pas les voir, etc., etc. Et que comprendre ce que sont les mal-êtres urbains dans certains lieux ou dans certains milieux, c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Bonne soirée et à l'année prochaine.